Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour notre virage sur les subventions pour le virage vert. On est encore content d'avoir justement plusieurs centaines de personnes inscrites qui sont là pour en apprendre plus sur ces subventions-là. Vous avez peut-être vu un petit encadré au bas de l'écran, mais pour les gens qui n'ont pas mis leurs lunettes encore, mon nom c'est Vincent Desrochers, je suis directeur de compte senior chez Hello Darwin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur, le privilège d'être joint par notre experte en développement durable, Magali Simard, aussi une titulaire d'une maîtrise au HSC en développement durable, chroniqueuse à Radio-Canada sur des différents épisodes de Virage Vert, aussi chanteuse d'opéra à 16 heures. En tout cas, elle a plusieurs cartes. Plusieurs chapeaux. Oui, c'est ça, exact. Donc, merci de te joindre à nous. Merci de l'invitation. On a aussi Francis avec nous. Je suis là. Salut. Oui. Président de chez Hello Darwin. On est vraiment content de vous avoir les deux. Donc, on va discuter sur les subventions disponibles pour le virage vert. À tout moment, on reçoit les questions dans le chat. Francis va justement, souvent peut-être nous arrêter au fur et à mesure, ou sinon on fait une période de questions à la fin, un peu des deux. Le but, c'est de vous donner de l'information concrète sur comment entreprendre un projet de virage vert puis de transition durable pour votre entreprise. À l'ordre du jour, on s'était dit qu'on allait commencer avec un petit rapide qui est Hello Darwin. Puis justement, Magali, tu vas pas mal nous jaser de c'est quoi les enjeux environnementaux que les priorités ministérielles essaient de résoudre avec les subventions. Pourquoi c'est important d'intégrer de l'ESG puis tous ces critères-là à son entreprise. Après ça, on va passer à travers pas mal de programmes de subventions. On a comme une belle petite brochette par rapport à ça sur les subventions de virage vert, transition durable qui sont disponibles. Puis on va finir avec une étude de cas, un exemple de comment ça peut s'appliquer pour une entreprise qui veut faire ça. Je ferais peut-être un petit aparté assez rapide, Vincent, si tu me le permets. Essentiellement, là, l'objectif aujourd'hui, c'est d'être le plus concis possible sur pourquoi faire un virage au sein de son entreprise, c'est quoi les avantages qu'on voit, mais c'est aussi c'est quoi les choses à faire, à ne pas faire quand on va faire ce type de projet-là. Puis évidemment, comme vous le savez probablement, c'est fortement encouragé en ce moment par le gouvernement via des leviers financiers comme des subventions, des crédits d'impôt. On veut vous donner le plus d'informations possible sur qu'est-ce qui peut être subventionnable et puis par quel type de programme. Évidemment, il y a beaucoup de particularités à un projet. Le type d'entreprise va être étudié, tout ça. Fait qu'on ne sera pas capable forcément d'aller vraiment dans le détail de comme, OK, cette dépense-là pourrait être définitivement admissible ou en tout cas vous l'assurer avec une certitude élevée. L'objectif, là, c'est de vous donner un avant-goût de tout ça, mais évidemment, ça va être après ça de prendre rendez-vous avec quelqu'un chez nous pour être capable de regarder ça un peu plus en détail, de voir qu'est-ce qui serait possible de faire, via quel levier financier, ça serait quoi le délai, puis tous les échéanciers qui soient liés avec ça. Encore une fois, merci de vous joindre à nous. Je crois que c'est notre 9e, 10e webinaire. Plusieurs. On a passé la barre des 3500, je crois, entreprises qui ont souscrit à ce webinaire-là. Donc, super excité pour la suite. Moi aussi, on commence à avoir justement beaucoup de retours sur les webinaires. C'est le fun parce que d'habitude, on est 3 dans une salle puis on se parle tout seul réellement. Donc, c'est le fun. C'est le fun d'avoir un feedback de quelqu'un qui regardait ça puis pour qui l'information était destinée. Donc, ça, c'est vraiment cool. Donc, sans plus tarder, c'est qui Hello Darwin? Pour plusieurs, vous le connaissez, mais juste pour un petit rafraîchissement, on est une PME québécoise lancée en 2017. Notre but, c'est d'aider les entreprises à planifier, subventionner puis sous-traiter leurs projets d'optimisation, de croissance, de virage vert, d'innovation d'une entreprise. On est un partenaire de la RBC, on a aidé plus de 15 000 PME québécoises. Puis ce qu'on fait justement, c'est ratisser un peu dans les 1900 programmes de subventions au fédéral, provincial, MRC, municipal, arrondissement, tous les paliers gouvernementaux, ils aiment ça, semer la confusion. Donc, on essaie de naviguer tout ça pour et avec vous autres pour essayer d'identifier c'est quoi les meilleures subventions disponibles pour un projet de virage vert ou autre. Aujourd'hui, justement, on va beaucoup parler de ça puis de différents projets qui s'appliquent. Puis Francis et moi, on connaît les grandes lignes du virage vert, mais je pense qu'on est un peu plus du côté des gens qui sont derrière la caméra que de toi, en termes d'expertise là-dessus. Ouais. Ça, c'est certain. Puis on est bien content de t'avoir pour nous expliquer tout ça. En premier, il y a les subventions, mais les enjeux environnementaux qui sont reliés à ça. Veux-tu nous donner un peu plus de contexte sur qu'est-ce qu'on essaie de résoudre en premier? C'est ça. La problématique en ce moment, c'est que on
On s'est entendu sur l'accord de Paris à la COP 21 en 2015. Là, c'est vraiment le point de départ de beaucoup des programmes qu'on voit en ce moment. Les gouvernements s'engagent dans des trajectoires de décarbonation par plein de façons possibles, tant au niveau citoyen, au niveau des entreprises, au niveau des municipalités. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Alors, ils viennent faire ce qu'on appelle l'opérationnalisation du développement durable. Là, si vous sortez ça un souper, toujours bien fancy, on a l'air très intelligent. Et une façon de faire ça, ben, c'est soit avec ce qu'on appelle les bonus ou les malus, les bâtons ou les carottes. Alors, on va venir pénaliser des comportements qui sont nuisibles à l'environnement, par exemple avec des taxes, avec des réglementations. Tout c'est la partie malus, de laquelle on ne parlera pas trop aujourd'hui. Nous, on va se concentrer sur les carottes. Alors, les subventions et tous les incitatifs financiers qu'on va donner pour aider les entreprises et leur donner le plus envie possible de faire la transition. C'est souvent quelque chose que moi, je le donnais aussi l'exemple avec la cybersécurité. Tu sais, en ce moment, il y a des subventions pour la loi 25, mais il y a aussi la contravention pour la loi 25 qui s'en vient. Il y a beaucoup ça, justement, tu es dans le gouvernement de, justement, carotte, bâton, choisis celui que tu veux, mais il va falloir faire le changement tôt ou tard. Oui. En environnement, on est quand même beaucoup, en ce moment, dans la carotte. On n'a pas des bâtons très, très sévères, mais éventuellement, peut-être qu'il va falloir que ça vienne, mais c'est pas à moi de décider de ça aujourd'hui. Pour un autre webinaire. Pour un autre webinaire. Alors, c'est quoi les raisons pour l'entreprise d'appliquer les critères ESG, principalement celui, le E, l'environnement, au sein de l'entreprise? Bien, il y a plein de raisons. Bien, premièrement, d'avoir un impact environnemental concret. Je ne sais pas s'il y a des dirigeants d'entreprise qui se lèvent le matin et disent « Moi, aujourd'hui, là, je veux vraiment faire 50 000 tonnes de déchets avant de me coucher. C'est mon objectif. Je veux polluer les cours d'eau puis je veux émettre plein de GES. » Il n'y a personne... Bien, j'espère que vous ne faites pas ça le matin. J'espère que vous ne faites pas ça. Alors, autant que possible que l'entreprise ait un impact environnemental concret ou au moins diminuer l'impact qu'on a inévitablement. Ensuite, ben, il y a un enjeu d'image. Hein. Vraiment, de plus en plus, les consommateurs sont intéressés, veulent choisir des produits qui sont plus verts. Et puis, idéalement, ben, on va éviter l'éco-blanchiment. On ne va pas tout simplement faire une démarche superficielle en se disant « bah, je vais mettre une feuille verte sur mon emballage puis ça va être suffisant ». Alors, avec un accompagnement qui est professionnel, on s'assure d'arrimer vraiment l'image avec les actions concrètes qui sont entreprises. Et il y a aussi certains incitatifs économiques, par exemple en efficacité énergétique, d'investir pour réduire sa dépense à long terme. En éco-emballage aussi, on peut optimiser l'emballage versus le produit. Bref, il y a toutes sortes de façons. Tu fais des spoilers sur les subventions qu'on va parler. Je fais des spoilers! En éco-conception, voilà, il y a des programmes. Alors, ça m'amène à la prochaine slide qui est qu'il y a des subventions pour tout le monde. Il y a des subventions dans toutes les industries. C'est vraiment le plan pour une économie verte qui est un peu le programme parapluie de tout ça. Et ensuite, chaque ministère, ça c'est à l'échelle provinciale, a des petits plans pour chacun dans leur secteur diminuer l'empreinte, améliorer la performance environnementale. Il y en a en agriculture, il y en a pour l'adoption de pratiques d'affaires éco-responsables. Tu sais, on pense aux politique de développement durable, au plan d'action, à la reddition de comptes. Ça, c'est la portion vraiment de transparence qu'on associe à la démarche environnementale. Puis c'est ça, donc il y a des subventions, parce que moi, je connaissais surtout, on connaît très bien celles qui sont pour des changements énergétiques juste positifs en général, toute industrie confondue. Mais il y en a aussi, en plus de ça, qui se rajoutent par industrie, puis c'est comme ça les priorités aussi. Oui. Okay. Là, ça se mélange parce qu'en fait, on va retrouver des politiques, mettons, d'efficacité énergétique dans le secteur agricole. Donc, on voit qu'après ça, c'est même spécifiquement, il y a les grandes catégories qui s'appliquent à tout le monde, puis il y a d'autres programmes plus spécifiques à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que je suis là, parce que ça finit par être mélangeant, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, puis je pense qu'après, il y a aussi une stratégie de mixer ces différentes subventions-là, ou peut-être de prendre la portion X du projet, je vais la subventionner avec le programme qui est, mettons, plus générique, mais le programme qui est vraiment par rapport à ma situation, mon industrie ou mon état, mais c'est peut-être ça que je vais capitaliser sur la plus grosse partie de la dépense. Fait que ça vient aussi avec comment est-ce que je planifie le projet d'une manière qui soit efficiente au niveau financier puis subvention. Donc, mais oui, effectivement, c'est ça qui est le fun, c'est que tu as différents leviers puis segments de subvention. Là, après ça, il faut juste savoir naviguer à l'intérieur de ça puis comment les faire travailler ensemble. Si c'est la subvention plus générique ou la subvention plus spécifique au ministère, par exemple, je pense à l'agriculture qui est le plus appliqué. Donc, ça, c'est à décider. Puis pour revenir vite sur des enjeux environnementaux qu'ils essaient de résoudre, est-ce que c'est juste consommation, énergie, puis réduire le fossile, réduire la consommation en général, ou est-ce que ça va aussi, même avec d'autres facteurs en général par rapport à une manufacturier ou n'importe quoi? Il y a plusieurs facteurs.
En ce moment, il n'y a personne au gouvernement qui dit de réduire la consommation. Ça, c'est de la décroissance, puis Ouais. c'est le mot qu'il ne faut pas dire. Alors, on est vraiment dans une diminution des GES. C'est certain que pour le bâtiment, par exemple, il y a un effort certain pour la décarbonation du bâtiment. Donc, tout ce qui est utilisation du mazout, du gaz naturel pour le chauffage, par exemple, il y a plusieurs programmes qui s'adressent à ça. Hydro-Québec a aussi beaucoup d'intérêt à augmenter l'efficacité énergétique. C'est Sophie Brochu qui disait le meilleur kilowattheure est celui qu'on ne consomme pas, parce que en ce moment, ça va coûter moins cher d'améliorer l'efficacité énergétique et de vendre, par exemple, dans d'autres marchés, les kilowattheures qui sont libérés par l'efficacité. Donc, c'est tout un mélange de dire, est-ce qu'on construit des nouveaux barrages, est-ce qu'on ajoute de la capacité ou on utilise mieux ce qu'on a maintenant. Donc, il s'est varié. Le transport, ça, c'est les GES, il y a la pollution des cours d'eau, il y a parce qu'en fait, tout ce qu'on fait est plutôt pas bon pour l'environnement tout le temps. Donc, pour tous les volets et tout ce qu'on peut penser, air, eau, gaz à effet de serre, biodiversité, il peut y avoir des programmes. Ouais, ferme les yeux, pointe quelque part. C'est ça. Ouais, Tu vas trouver pas mal de pollution partout. Ça fait du sens. Intéressant comme take. Puis donc, après ça, là, ça, c'est les enjeux environnementaux. Oui. Tu nous spoilé un tantôt, puis Oui. j'ai hâte que tu en reparles, mais c'est le fun. Parle-nous donc un peu de quelques programmes de subvention. Le premier, qui est quand même un programme fort en transition verte, c'est le programme Éco-Leader de la FAQDD qui vient de rouvrir depuis lundi dernier. Il avait fermé et est arrivé à la fin de leur enveloppe. Et puis là, déjà, ils ont été capables d'annoncer des nouveaux fonds. Alors, les gens sont très contents. C'est un programme qui est plus générique. Il va vraiment financer l'adoption de pratiques éco-responsables par l'entremise de diagnostics, des études, l'élaboration de plans d'action et la démarche d'accompagnement. Ce qui est très, très important de retenir à Éco-Leader, c'est que on ne peut pas acheter d'équipement avec ça. On va financer les services d'experts, puis certains experts, ils ont un répertoire. On peut aussi faire ajouter des experts. Et même dans cette deuxième mouture, cette nouvelle enveloppe qui vient d'ouvrir, c'est carrément les experts qui vont être payés directement par le fonds. Donc, c'est vraiment pour des experts. Ce qui est intéressant, c'est qu'en début de démarche, par exemple, pour éviter l'éco-blanchiment et faire des choses qui sont pas vraiment bonnes, puis vraiment s'assurer qu'on agit sur le volet qui est le plus pertinent pour l'entreprise, de passer par les experts, ça permet de faire une analyse puis de vraiment être très efficace avec les prochaines actions. Puis c'est un peu faire un audit de voir c'est quoi les différentes possibilités qu'on a en termes d'amélioration. Je sais que c'est quelque chose que vous faites en numérique aussi. Ben c'est ça, je comprends. C'est ça, c'est vraiment vraiment une bonne démarche de commencer par un diagnostic avec des experts puis de dire, bon, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on doit faire en priorité. Puis est-ce que c'est plus, je sais pas quel projet je veux faire, j'ai besoin d'Éco-Leader pour le savoir, ou c'est je sais quel projet je veux faire, mais je sais pas exactement comment l'entreprendre, il y a quand même une planification à faire même suite à ça. Est-ce que c'est l'un, tu sais, si tu les deux, c'est un peu des... l'un des deux, c'est du cas par cas? À mon avis, ça peut s'appliquer aux deux parce que si vous avez envie d'entreprendre une démarche et que vous savez pas par où commencer, ben par exemple, faire l'élaboration d'une politique de développement durable avec un expert, ça va faire partie du rôle de l'expert qui rédige cette politique-là, de faire le diagnostic, puis ensuite, ça pourra donner l'idée d'approfondir un certain point. Donc, ou même, il y en a qui arrivent et disent, regarde, nous, on veut faire une étude pour telle machine qui va nous permettre de diminuer les rejets, par exemple, dans les cours d'eau. Puis là, ils savent vraiment qu'est-ce qu'ils veulent faire. Il y a des experts très spécialisés là-dedans aussi. Donc, je pense que les deux peuvent se couvrir par Éco-Leader. On est bien content que ça arrive. Oui. J'ajouterais aussi que le type de subvention comme Éco-Leader qui vient vraiment financer tout le volet planification, ben des fois, ça peut être un peu, à parler avec des entrepreneurs ou des gens qui ont des entreprises, des fois, ça peut être compliqué pour eux de dire, OK, mais je sais déjà qu'est-ce que je veux faire, pourquoi j'ai besoin d'investir dans un plan. Puis la raison est assez simple souvent, c'est vraiment que ce plan-là va être la pierre angulaire pour tous les fonds qu'après, tu vas pouvoir débloquer. Le plan que tu vas faire via Éco-Leader, non seulement, évidemment, il va être subventionné, c'est ça l'objectif, mais plus loin que ça, tu vas devoir t'en resservir quand tu vas faire d'autres demandes pour différentes subventions qui viennent vraiment financer ou subventionner de l'implantation. Ben ils vont te demander, c'est quoi la réflexion derrière ton projet, tout ça. Fait que c'est du matériel que tu auras déjà à ce moment-là. Fait que, tu sais, oui, des fois, je comprends que même si j'ai une idée concrète, ça peut être compliqué de dire, OK, mais là, il faut que je refasse un plan, que je repaye un plan, tout ça. La réalité, c'est que très souvent, ça va vous être redemandé plus tard. Puis là, étant donné que c'est un plan qui va déjà avoir été subventionné par un autre fonds, mais tu augmentes la crédibilité de ce plan-là, puis tu augmentes vraiment toutes les chances de succès, essentiellement, d'obtention de l'autre subvention après. C'est ça qu'on parlait au dernier webinaire qu'on a parlé d'Éco-Leader, c'était en juin, je crois, avec justement Amélie du Fonds d'action québécois de développement durable, qui, je crois, est peut-être dans les auditrices. On la salue. Aujourd'hui, on la salue. Écrit dans le chat si on dit n'importe quoi. Puis en gros, c'est ça, on en parlait avec la BDC qui était aussi dans le webinaire, puis c'est de dire, même pour aller chercher du financement puis des prêts verts qui ont des taux d'intérêt
d'intérêt plus intéressant, ben justement, tu as besoin d'une planification puis d'un avant le projet. Essayer de documenter le avant pour montrer qu'on a quelque chose à améliorer puis il va avoir une retombée quelconque. Justement, ça va être demandé pas mal à tous les tournants. Puis c'était quelque chose qu'on parlait aussi à la dernière ouverture en juin dernier. Et là, ça reste vrai. Ouais. J'ai une petite question que je crois qu'il mérite d'être interrompue de Jonathan. Ben là, on parle de quel type d'expertise au niveau du répertoire d'experts de EcoLeader? Est-ce que c'est juste des études de faisabilité, des études de marché ou ça peut aller jusqu'à quoi un peu? Ça peut aller, si je ne me trompe pas, ça couvre même jusqu'aux études, c'est écrit sur notre beau PowerPoint, mais de l'accompagnement préalable jusqu'à l'implantation. Il peut y avoir de l'accompagnement à l'implantation tant que c'est des experts. Puis, pour les experts, c'est tellement vaste. C'est ça, Qu'est-ce qui se qualifie? Vraiment des experts en efficacité énergétique, des experts en eau, des experts en plein d'affaires, en éco-conception, en gestion des matières résiduelles, comme il y en a de... On ferme les yeux puis on pointe encore. Oui, vraiment. Allez dans le répertoire, vous allez voir à quel point c'est vague. Là. Ici, j'ai approvisionnement, démarche développement durable, éco-conception, énergie, GES, gestion des matières résiduelles, mobilité. Bref, il y en a. Puis, je crois que c'est pas juste des plans non plus. Ça peut être aussi la même firme, justement, qui va après ça venir implanter cette solution-là ou ce plan-là. Fait quoi? Il y a beaucoup d'experts dans le domaine qui sont sur ce répertoire-là à la base. J'ai l'impression qu'une bonne façon de monter le dossier, c'est tu parles justement avec un Hello Darwin ou quelqu'un qui se connaît en subvention, de voir c'est comment est-ce que ça peut cadrer là-dedans, puis lequel de tes projets fit le mieux. Puis... L'important, c'est de démontrer un impact environnemental important. Seulement mentionner que tout ce qui est mis aux normes, ça ne sera pas accepté par EcoLeader parce que c'est la base de respecter les normes. Donc, il faut démontrer justement avec toutes les études qu'on va aller au-delà puis qu'il va avoir un impact environnemental vraiment intéressant. On peut passer à la prochaine. On passe au suivant. Programme intéressant. Un gros programme, mais EcoLeader, il est intéressant parce qu'il couvre plein de choses. Là, on revient plus dans la grande région montréalaise. PME Montréal, le Fonds Innovation, Productivité et Développement durable, qui couvre beaucoup de choses et qui va couvrir certaines choses, par exemple, qu'EcoLeader ne couvrira pas, comme l'acquisition d'équipements. C'est un de ses points forts, à mon avis. Il va couvrir, peut-être faire attention, c'est seulement 25 en subvention, 55 en prêt. Mais c'est intéressant pour plusieurs autres raisons. Et puis, si je ne me trompe pas, c'est un maximum de 50 000 $. Donc, ça peut être des fonds qui sont intéressants pour acquérir la machine. Justement, on a un peu une suite logique à un EcoLeader dans le sens où on fait la planification, on fait justement jusqu'à l'implantation, rendu à l'acquisition d'équipements. On utilise un programme comme PME Montréal, puis d'autres programmes qu'on va regarder. Mais c'est ça, il y a un peu chacun a son rôle. Puis pour les entreprises qui ne sont pas dans la grande région de Montréal, parfois au niveau des MRC, il y a certains programmes de virage vert, ça dépend, qui vont permettre des dépenses en équipement et en immobilisation. Oui, c'est là que quand on rentre dans les MRC en plus, là, ça devient... Ça peut être pertinent d'aller chercher le financement qui est régional. Oui, c'est juste parce que mon point, c'est plus, on ajoute tout le temps on ajoute, paliers, puis il faut aller creuser avec des tableaux, là, de dire, Oui. OK, dans toutes les MRC, qu'est-ce qu'il y a? Donc ça, c'est pour PME Montréal, c'est super intéressant. Exact. Celui qui s'est fait spoiler. Celui qui s'est fait spoiler, c'est le prochain. C'est Éco-emballage. C'est encore une fois une initiative du FAQ-DD qui vise vraiment les entreprises qui ont des activités de transformation alimentaire. Et c'est important de noter que la transformation doit avoir lieu au Québec. L'entreprise qui va faire le processus n'est pas obligée de faire lui-même la transformation. C'est possible de dire, on sous-traite la transformation, mais elle doit quand même avoir lieu au Québec. Et puis l'objectif, c'est de soutenir l'éco-conception des emballages. Donc, l'éco-conception, ça peut être vaste, ça peut être augmenter le ratio de produits versus l'emballage, augmenter la recyclabilité, augmenter le contenu de matériaux recyclés dans l'emballage. Donc, c'est très vaste. Et encore une fois, Éco-emballage comme EcoLeader va financer l'accompagnement. Donc, ils ont des experts aussi. Et c'est tout l'accompagnement qui est intéressant pour faire les analyses préalables, les recommandations, plan d'action, et ça couvre vraiment des études jusqu'à la mise en œuvre. Typiquement, là, toutes les entreprises qui ont essentiellement un packaging devraient, selon moi, au moins jeter un œil ou vraiment regarder qu'est-ce qui est possible de faire avec Éco-emballage, parce que c'est vraiment un quick win. Souvent, l'emballage est lié avec, évidemment, une stratégie marketing, des ventes. Fait que, il y a vraiment une pierre deux coups qu'on peut faire avec ça. Puis, on l'a vu beaucoup dans notre clientèle. Est-ce que c'est une subvention que je pourrais utiliser? J'ai déjà une idée de refaire mon packaging. Tant qu'être là, peut-être que je pourrais m'assurer de capitaliser sur cette subvention-là, avoir un pouce vert en plus sur mon paquet. Il faut quand même mentionner, attention, tout ce qui est purement esthétique n'est pas admissible à éco-emballage. Il faut vraiment qu'on diminue l'emballage par rapport au produit, qu'on augmente la recyclabilité, par exemple, en changeant de matériau, de passer à un multicouche qui est dur à recycler à un monomatière. Donc, vraiment,
Parce que le petit pouce sur l'emballage, là, on est dans l'éco-blanchiment. Non, Donc, mais vraiment... Je pense sais que pas si souvent, tu ce que voulais les. dire un logo. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Ne faites pas ça. Magali sera pas contente. Je suis la police de l'éco-blanchiment. Parfait. Mais je pense que ça va aussi du fait que, tu sais, tant qu'à optimiser mon emballage c'est ça. pour qu'il soit justement Oui. aux normes éco-emballage, ben, je vais en profiter pour en parler Oui. peut-être sur mon emballage. Si vous avez tu sais. fait éco-emballage, exactement. Exact. Si Ça vous avez fait du fait marketing. éco-emballage, mettez-le, par exemple, cet emballage-là, tel C'est pourcent moins, meilleure recyclabilité. Ça, c'est certain Qui est souvent- on va le... C'est 100%, puis c'est souvent la stratégie que tu veux faire sur ton emballage en général, c'est de Oui. parler. Tu sais, la seule chose que tu peux parler de ton emballage, c'est à quel point est-ce que il y a une éco-responsabilité derrière tout ça. Oui. Fait que là, c'est comme le meilleur segue pour te rendre à pouvoir avoir le droit de justement parler de ça sans faire du blanchiment. Comme En ça. plus, Faites bien attention. vous participez à l'effort de réduire les matières résiduelles au Québec pour lesquelles on est très en retard sur les objectifs. Exact. J'ai une petite question. En fait, j'ai plusieurs questions. Plusieurs questions. Premièrement, merci beaucoup pour votre participation. OK. Bon, disons, là, on revient peut-être à EcoLeader. Là. Est-ce qu'il y a des experts qui sont spécialisés, mettons, dans le domaine du service qui pourraient, par exemple, aider à faire, mettons, de l'achat d'équipements électriques pour une entreprise, par exemple, en déneigement ou, tu sais, qu'il y a des camions ou des véhicules? Ben, Tu veux y aller? je vois pas pourquoi je suis pas sûre de comprendre les experts en service. Si tu veux électrifier tes... Exact. Ta flotte ou ton équipement, ta machinerie, tout ça. Mais là, on est dans du... Si je comprends, faut pas que je tombe trop spécifique, mais si on est... Déneigement, c'est du transport de véhicules lourds et il y a des enveloppes qui sont spécifiques. Pas forcément EcoLeader. Mais peut-être qu'EcoLeader pourrait fonctionner. Je pense spontanément à Éco-Camionnage, qui est malheureusement fermé depuis le 6 septembre, pour lequel il y avait des volets d'analyse aussi, d'accompagnement. Donc, mais spontanément, moi, je vois pas pourquoi. C'est peut-être que... Il n'y a pas de distinction N'importe quoi. d'industrie Non, ou de non, non. vocation Il de y a pas de distinction l'entreprise d'industrie, non, par rapport à tant que- EcoLeader. Il y a un Fait que- numéro comme on- de cul, là. Comme on disait, Ouais. tu sais, si ça réduit, tu sais, tu sais, ça aide l'impact environnemental puis Ouais. tout ça. Après ça, j'imagine, il y a aussi une étude, tu sais, une présentation à faire avec Amélie /FAQDD. Oui, oui, puis, pour une question on- spécifique. Comme C'est ça, exact. C'est évidemment. souvent tu sais, du cas par cas, puis c'est de voir c'est quoi leur situation actuelle. S'ils sont déjà en train de. Ils ont des véhicules électriques partout, puis je sais pas c'est quoi l'analyse qu'il y a à faire. Tu sais, rendu là, tu sais, il y a plein un peu de cas par cas, mais. Spontanément, pense je que- dirais un gros peut-être. Mhm. Peut-être qui penche sur le oui. Ouais. Puis sinon, ben, tu sais, il y a après ça éco-camionnage qui est vraiment pour C'est ça. le On va véhicule. peut-être ouvrir. Puis... Ouais. Un programme plus d'industrie, ouais. Exact. Ben là, on reparle après ça de changer la flotte et de véhicules électriques, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui s'en viennent pour ça. Pour changer la flotte de véhicules, Pour électrifier ta flotte de véhicules, par exemple. ça dépend si on est dans une logique de transport lourd. Pour ce qui est transport lourd, on en parle. En fait, c'est la prochaine. Parfait, on y va. C'est incroyable! On y va. On va y répondre. Le timing est parfait. Le timing est parfait. Ceci étant dit, si ce sont des véhicules comme personnels, des voitures de service, normal, je pense que c'est les incitatifs qu'on connaît au gouvernement un peu pour tout le monde. Là, ça, c'est standard. Pour ce qui est du transport lourd, celui éco-camionnage a fermé, mais il reste quand même transporter vert. Moi, ce que j'aime de transporter vert, c'est qu'au niveau de la reddition de compte, il est un peu moins complexe qu'éco-camionnage l'était, qui demandait un bilan GES avec des GES évités certifiés ISO 1464 avant, pendant, après. C'était quand même très, très exhaustif, très élaboré. Transporter vert, c'est encore une fois, on est dans l'accompagnement. Il y a plusieurs volets. L'accompagnement pour la gestion de l'énergie. On voit ici le maximum de 30 000 c'est 30 000 par activité. Transporter vert en compte 5 et c'est maximum 150 000 par année par entreprise. Donc, c'est un petit peu plus... que ce qu'on voit. Puis c'est vraiment, on est dans une logique d'optimisation. Donc, par exemple, réduire les retours à vide, optimiser les chargements, optimiser les trajets aussi, de faire des logiciels et tout ça. Il y a aussi l'éco-conduite, sans faire de grosses technologies, juste il y a plusieurs comportements que les conducteurs peuvent adopter pour réduire la consommation des véhicules. Donc, c'est vraiment un programme qui est encore là. Puis là, justement, l'accompagnement, ça prend un peu répondre à ce qu'on venait d'avoir. Bien, c'est ça, en fait. Aussi. C'est que... Le timing Mais était... à ce que je comprends, oui, j'imagine qu'il y a de l'accompagnement pour... tant qu'on est dans l'analyse, là, c'est ça, les activités, c'est analyse énergétique, étude de faisabilité et de planification et même implantation des mesures. Donc, potentiellement d'engager un expert pour voir comment on peut électrifier la flotte, ça serait dans les études de faisabilité. Ben Puis oui. ça serait plus spécifique. Comme ça, c'en est un que c'est vraiment... Spécifique à un au besoin transport. C'est particulier. ça. C'est souvent, il y a comme...
Il y a tout Ah, le mais temps attendez, je plusieurs... crois que c'est du transport de marchandises. Je m'excuse. Il faut vérifier si le déneigement, ça fonctionne. Puis c'est un peu ça, la ici, réalité là. des subventions, c'est que, tu sais, on a les headlines, puis on se rappelle Ouais. des headlines, mais on n'est pas des encyclopédies ni des Non. ordinateurs. Puis c'est là qu'après ça, à chaque fois qu'on a un cas, ben là, on prend le cas, on le run Ouais. à travers ce qu'on a dans nos bases de données, puis ce qu'on sait qui fonctionne, Ouais. fonctionne pas. Puis là, c'est plus facile de répondre à des questions spécifiques, mais il y a souvent plusieurs portes de possibilités. Mais après ça, on va cogner ici, ah, ça marche pas, on va cogner la prochaine, ça marche, la prochaine aussi fonctionne, laquelle que je préfère, puis après ça, on y va. La manière qu'on cogne aussi concrètement, tu sais, on entretient des relations avec la plupart des mandataires de ces programmes-là. Pour des demandes, tu sais, particulièrement dans le domaine, tu sais, de l'éco-responsabilité ou du virage vert, mais c'est des demandes, tu sais, qui vont prendre du temps, qui vont probablement nécessiter des investissements aussi de l'entreprise, tout ça. Fait qu'on veut s'assurer de viser juste, là, tu sais, avec le bon programme, tout ça. Avant de remplir une demande, etc., on veut quasiment la rédiger tu sais, en collaboration avec le mandataire ou le donneur de fonds. Fait que ça vient aussi avec, tu sais, nous, on va regarder le projet. Après ça, ben, on va contacter les différents programmes. On va dire, OK, ben, on va essayer essentiellement de vendre votre projet pour leur positionner par rapport à eux, leurs objectifs, etc. Puis peut-être que c'est comme, ben, retravaille telle partie ou reviens-moi avec tel matériel, tout ça. Puis là, on va, tu sais, back and forth avec l'entreprise pour être capable de présenter le projet qu'on est certain qu'il va passer. Selon l'angle aussi qui correspond à la priorité. Puis s'assurer qu'on met la bonne couleur, le bon vert. Oh, wow! Elle avait prévenu Voilà. du son Donc, pour le c'était rire. ma mauvaise blague. Ça va. On peut continuer, je pense. J'ai adoré. Ça faisait très Radio-Can. Transport et vert. Prochaine, c'est quoi la prochaine? La prochaine, ça, c'est si vous avez une technologie. Parce que là, si vous avez développé un nouveau produit qui aide à réduire l'impact environnemental, vous dites, mais là, moi, je veux pas faire d'études, je veux commercialiser ma technologie. Ça, c'est le programme pour vous. C'est un programme qui a été mis sur pause en juin. C'est partout dans les médias parce que malheureusement, il y a eu des enjeux de gouvernance et de conflits d'intérêts dans l'attribution des fonds. Mais ils ont une méga enveloppe de près de 1 milliard de dollars à distribuer entre 2021 et 2026. Alors, il y a du cash à TDDC, Ils vont j'ose le sûrement dire. rebrasser un peu. C'est ça. On attend, là, depuis plusieurs mois, ils disent qu'il est surveillé. Le webinaire s'en vient parce qu'on va rouvrir. Il n'a pas encore été annoncé, mais on surveille. À tous les jours, on surveille. Et c'est vraiment axé sur le développement, la commercialisation des technologies durables. Et ils ont 3 volets, amorçage, démarrage, croissance. Alors, à différents niveaux de votre entreprise, où est-ce que vous en êtes avec votre technologie, c'est un programme qui peut être intéressant, qui peut offrir beaucoup de soutien financier. Très intéressant. Et là, on rentre dans une prochaine catégorie, une catégorie qui est très vaste et que c'est tellement vaste qu'on va essayer de ne pas se mélanger. Exact. C'est la catégorie de l'efficacité énergétique. Le premier programme dont on vous parle, c'est le programme Éco-Performance qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment axé aux gens qui utilisent encore des gaz à qui émettent des gaz à effet de serre parce qu'ils utilisent des combustibles fossiles, avec exception du volet analyse, que même, en tout cas, il y a une exception là. Dans les volets, comme vous voyez, il y a plusieurs programmes. Chaque programme a plusieurs volets, donc ça finit par être complexe. Ce qu'il faut retenir d'Éco-Performance, à mon avis, c'est que il y a beaucoup d'argent potentiellement. En cumulant les différents volets, on peut aller chercher plusieurs millions pour les grandes entreprises. Donc, ça s'adresse bien, à mon avis, aux industriels, aux gens qui ont des usines, qui vont faire un gros projet d'efficacité énergétique, travailler sur l'enveloppe thermique, peut-être remplacer des systèmes au combustible fossile par des systèmes électriques et faire des projets de grande envergure. Puis ça, justement, ça couvre beaucoup de types de dépenses. Ouais. Ouais. Ça va couvrir l'accompagnement, ça va couvrir, on peut faire même un système de gestion de l'énergie après. Donc, dépendamment des volets, on le voit. Là, il y a l'implantation standard qui est simplifiée pour les plus petites entreprises de certaines catégories pour remplacer des équipements au combustible fossile. Donc, ça vaut la peine d'aller fouiller et de voir et d'être bien accompagné aussi pour ce programme-là. Puis c'est ça, c'est beaucoup de volets, beaucoup de programmes. Puis on a, je pense que c'est la semaine prochaine, une rencontre avec quelqu'un d'Éco-Performance pour reparler, c'est ça exact, de tous ces programmes-là. Oui. Parce que justement, c'est... Je vais être là, j'aurai beaucoup de questions. Oui, c'est ça. Mon ordinateur va être sorti, je vais être prête. Je vais prendre des notes. C'est parfait, ça. Un autre programme, c'est celui d'Énergir. En ce moment, Énergir souhaite conserver des gens qui utilisent du gaz naturel quand même, tout en augmentant l'efficacité énergétique. Alors, on est un peu dans une même logique. Si vous êtes client d'Énergir, vous pouvez avoir accès à certaines subventions pour améliorer la performance énergétique de votre bâtiment. Si vous n'êtes pas avec Énergir, bien, ça ne s'applique pas à vous.
Aussi, pour les grands industriels qui utilisent en ce moment des combustibles fossiles, il y a un programme de bioénergie, donc pour remplacer certaines chaudières au gaz naturel par des chaudières à la bioénergie. Évidemment, on ne va pas couper des arbres pour avoir cette subvention-là et chauffer au bois plutôt qu'au gaz naturel, mais on peut penser à une usine qui aurait accès à de la sciure de bois ou à des granules et tout ça. Ça, c'est un programme qui est intéressant aussi. Quand on utilise la biomasse quelconque, Exact. on revalorise. Exactement, revaloriser la biomasse. Je te disais même avant, on pourrait revaloriser les fragmites du parc Jarry en face du bureau. Mais bon, ça, c'est mon projet de maîtrise. Ça, c'est peut-être pour chauffer chez Hello C'est ça. Peut-être chez TDDC, on pourrait aller chercher un financement pour développer une filière du fragmite. Mais bon, là, si vous voulez, écrivez-nous. On fait un sondage. On fait un sondage, c'est ça. Donc, c'est de la biomasse, c'est ça qu'il faut retenir. Après ça, c'est des programmes que j'ai rajoutés aussi, moi, parce que c'était des programmes qu'on a déjà parlé par le passé qui sont quand même très intéressants encore à ce stade-ci. Tu sais, c'est des fois, c'est tough, tu sais, de faire une analyse avec quelqu'un d'externe qui va faire un mandat ponctuel, puis c'est ça, c'est tout, essayer de faire tout d'un coup, même pour l'entreprise, ça peut être tough sur la charge de travail que ça prend, tu sais, de collaborer là-dessus. Des fois, les gens, ils préfèrent juste amener une stagiaire en maîtrise, en développement durable ou quelqu'un de génial comme ça, avec un big brain, puis justement essayer de voir c'est quoi la situation au niveau énergétique pour l'entreprise, c'est quoi des initiatives qu'ils peuvent prendre. Puis là, il y a justement le stage en technologie propre qui s'applique très bien à ça, qui couvre 80% du salaire, 30 000 en subvention sur, je pense, un stage de 6 à 10 mois, ou en tout cas pas une année complète dans ces eaux-là. Puis justement, le but, c'est de venir aider, là, puis voir quel genre de technologie pourrait aider l'entreprise en termes d'éco-responsabilité. Même chose avec le programme Stage en ressources naturelles. Les deux sont très similaires, mais ça va s'appliquer à des projets un petit peu différents que là, on rentre dans la paperasse que on reste dans les headlines en ce moment parce que même moi, je m'y confonds, puis ça serait toi qui devrais me répondre, je te reposerai les questions, puis là, en tout cas, mais même chose, une enveloppe de 30 000 pour les stagiaires, 75 % dans ce cas-ci. C'est ça, c'est toutes des options quand même intéressantes pour, si on veut avoir quelqu'un qui vient regarder les opérations pendant quand même une bonne période de temps, puis qui fait justement un peu un compte-rendu de tout ça au fur et à mesure. Puis ça, c'est vraiment justement pour des stagiaires, souvent la maîtrise et tout ça là, en développement durable. Ou dans d'autres programmes de génie ou quoi que ce soit. Et d'autres programmes de génie, en effet. Aujourd'hui, je parle plus de ça. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je parle plus de ça, mais t'as raison, c'est plus souvent. Pour l'efficacité énergétique, par exemple, on peut voir que des fois, un ingénieur, c'est pas tout le temps, là. Mais des fois, ça sert. un débat s'annonçait. Bon, ça, on repart un autre. Pendant que, justement, vous élaboriez sur cette sub-là, j'ai répondu à plusieurs demandes sur le chat que on n'a pas forcément besoin d'élaborer ici. La raison est assez simple, c'est vraiment que c'est des demandes qui sont ultra spécifiques à des situations particulières, tout ça. Encore une fois, vraiment, le plus simple, là, c'est vraiment de nous parler. Puis là, il y a plusieurs questions qui étaient par rapport à ça, comme comment est-ce que je ferais pour faire ça. Si vous ne voulez pas attendre jusqu'à la fin du webinaire pour le savoir, essentiellement, je le dis tout de suite. Suite au webinaire, on va vous envoyer différents liens pour planifier une rencontre avec nous. Si vous êtes déjà en contact, si vous êtes un client, une cliente active, ou si vous souhaitez juste débuter un processus avec nous, vous avez différents chemins pour vous rendre, puis qu'on soit capable de faire vraiment un diagnostic puis une analyse approfondie de est-ce qu'il y a vraiment un potentiel? On le valorise à combien, ce potentiel-là? Puis après ça, mais comment est-ce que nous, on peut vous aider à aller chercher ces programmes-là? Fait que ce sera communiqué principalement après la discussion. Puis c'est un peu ça. Puis on en parlait, je pense, au début, quand on se pratiquait. Bon, les questions qu'ils m'ont posées, ça va sûrement être très spécifique, oui. Puis malheureusement, c'est un peu ça, la conclusion qu'on avait, c'est que c'est dur pour nous, ça, de répondre si spécifiquement à des trucs qu'on a... On devrait même vous répondre des questions. Puis justement, tu disais, il faudrait que j'y demande c'est quoi sa facture à Hydro-Québec. C'est quoi votre tarif à Hydro? Je veux dire, je sais pas, moi, il y a beaucoup de monde qui disent, là, faut que j'aille voir ma facture. Eux-mêmes le savent pas, c'est ça, c'est sûr. Ouais. Donc oui, en effet, ça, on pourra regarder ça tout au cas par cas, parce qu'il y a tellement de possibilités, puis il y a tellement d'enjeux aussi environnementaux. Donc, les deux, c'est un arbre de possibilités quand même complexe. Ouais. Donc, on a parlé de beaucoup de subventions, justement, fédérales, provinciales. Je t'ai parlé une de PME Montréal, puis je rentre un peu là-dedans dans les subventions municipales, juste pour dire que, justement, il y a des subventions à différents paliers gouvernementaux. En ce moment, il y en a à Laval pour le virage techno-manufacturier, que c'est pour de l'acquisition d'équipements, qui n'est pas spécifiquement pour de l'efficacité énergétique, mais qui pourrait justement être relié par rapport à une analyse éco-leader qui pourrait nous dicter d'acheter un équipement. Un peu le même concept que PME Montréal avec ça. Il y a aussi beaucoup de subventions dans l'agglomération de Longueuil qui sont plus pour le financement d'expertise. Il y en a avec la Ville de Québec, beaucoup de subventions avec la Ville de Québec, dont justement Éco-Capital, qui est pour jusqu'à 500 000 en subvention pour des projets verts.
faire. Ils ont aussi d'autres programmes disponibles là-bas. C'est ça, c'est que... Puis après ça, il y a tout un montage financier à faire. C'est de dire, bon, il y a des opportunités chez Éco-Performance, il y en a avec Éco-Leader, il y en a avec les subventions municipales, lesquelles peuvent se combiner, jusqu'à quel montant, est-ce que ça vaut la peine de le faire, quel programme je devrais m'y prendre, puis de laquelle façon, quelles dépenses que je mets dans quel programme, tout un casse-tête. Puis là, c'est là aussi qu'il y a une couple de subventions qui s'appliquent. J'ai même... Là, on a parlé beaucoup de subventions d'immobilisation pour le virage vert, mais souvent, quand je parle à des entrepreneurs, entrepreneuses, ils vont me dire que le projet qu'ils ont, ben, tu sais, on refait un nouveau restaurant ou on fait un nouveau bureau, tout ça. Ça va toucher à l'enveloppe thermique, donc il y a des subventions qui touchent à ça. Mais il y a souvent, après ça, quand on a fini l'isolation puis la toiture, ben là, il y a peut-être des murs à mettre à un certain point. Puis il y a des fois des subventions avec des enveloppes déterminées juste pour des programmes de rénovation plus esthétique là, par rapport à tout ça. Puis ça, je voulais l'ajouter là juste pour dire que ça, c'est un peu comme la finalité des fois de ces projets-là, ouais. de dire on a fait toute la structure, le chauffage, le bout vraiment plus l'ossature. Puis là, après ça, il y a des subventions des fois même qui peuvent se rajouter à ça pour des projets plus simples et esthétiques là, par rapport à la finalisation. T'as fait pas mal de programmes. Définitivement. Puis tu sais, j'ai une question que j'ai vue qui n'est pas encore dans le Q&A, mais que je peux voir dans le chat. Pour les entreprises, par exemple, en commerce de détail, est-ce qu'il peut avoir différents programmes? La réalité, c'est que oui, la plupart des programmes qu'on a vus sont applicables à différentes industries. Fait que oui, autant sur la rénovation ou la manière que je vais gérer, par exemple, mon local, mon commerce comme tel. Si je produis des choses, bien évidemment, là, on a parlé d'éco-emballage, tout ça. Puis Éco-Leader, évidemment, est applicable à toutes les industries. Donc la réponse est oui. Puis, tu sais, moi, c'était une chaîne de quincaillerie, justement, qu'on regardait récemment pour la gestion de leurs matières résiduelles avec tous les cartons qu'ils reçoivent, les petits papiers bulles, tout ça. Ils finissent par remplir des containers. Ils remplissent un container avec une commande, mais qui pèse peut-être 5 livres, mais ils payent aux containers qu'ils vont livrer. Donc, ça coûte hyper cher. Donc là, ils investissent dans une presse à déchets pour justement compacter tout ça puis avoir plus d'optimisation de leurs matières résiduelles. Donc oui, il y en a beaucoup pour le commerce de détail. Même ce programme-là, ça vaut la peine d'aller voir ça. aussi si vous êtes dans des municipalités de moins de 20 000 habitants. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais il y a des fonds qui viennent d'être débloqués spécifiques à ça. Il y a plusieurs enveloppes d'appel à projet. Il y en a un qui est ouvert en ce moment. En primeur, là, tu nous dis ça. Ben, je vous dis ça en primeur. Oui, exactement. Mais c'est pour des produits très, très spécifiques dans les petites municipalités. Donc, pour le commerce de détail, il y a aussi. C'est ça, le commerce de détail, c'est souvent ça qu'on regarde, c'est que c'est comme par arrondissement, par secteur. Ouais. Ça peut même être par artère commerciale, tu sais, Boulevard Saint-Laurent, Plateau Montréal. C'est là que ça vaut la peine, je trouve, d'aller au niveau municipal, même des arrondissements de Montréal, puis de vraiment parler aux agents. Des fois, ils ont de l'argent qui ne sont pas nécessairement annoncés, même. Les sites web ne sont pas toujours à jour. Ouais. Donc, oui, ça, c'est bien intéressant. Après ça, je voulais qu'on regarde vite un exemple d'une étude de cas. Comment est-ce qu'on pourrait combiner des subventions comme ça ensemble? Encore là, il y a tellement de spécifiques que la situation particulière, puis il n'y aura jamais deux montages financiers qui vont se ressembler en termes de subventions pour un projet du genre. Mais si on était justement un fabricant qui cherchait à optimiser son efficacité énergétique, racheter des équipements, il y a un gros projet peut-être d'agrandissement, rénovation, puis de changement d'énergie. Il y a pas mal de programmes qu'on pourrait regarder, comme justement, on en parlait tantôt pour la planification, Éco-Leader qui serait sûrement ce qu'on conseillerait pour un projet de même. Après ça, on regarderait Éco-Performance qui... En soi, Éco-Performance pourrait peut-être tout faire et avec tous les différents volets qu'ils ont. Mais là, après ça, est-ce que c'est le meilleur à utiliser pour toutes les dépenses que vous avez? Est-ce qu'on peut le combiner avec d'autres? Il y a aussi, justement, Énergie qui pourrait s'appliquer dans certains scénarios. Ouais. Après ça, Éco-Leader qui va, justement, des fois, faire une partie de l'implantation, comme on parlait. Puis là, il y a Solutions efficaces, Éco-Performance qui peuvent faire tout le reste. Donc ça, il y a bien des possibilités. Ça s'applique vraiment au type de projet qu'on regarde. Mais normalement, on regarde pas juste un programme de subvention pour un projet si complexe que ça. Là. Puis trouver le meilleur programme aussi selon la source d'énergie qui est utilisée actuellement, puis vers quelle source d'énergie on veut aller, ça va vraiment orienter le choix. Oui, exact. Ça, on a débattu pendant des heures sur cet exemple-là. Oui, il y a une chose à prendre en note aussi, c'est que souvent ces programmes-là peuvent avoir des spécifications techniques qui sont très, très, très précises. Et puis, le montage financier que vous voyez est un montage optimiste. C'est vraiment à maximiser toutes les subventions, mais c'est possible d'arriver et de dire « Ah, merde, finalement, c'était pas la bonne fenêtre, elle respecte pas exactement le critère. » Donc, avant d'aller vers les subventions en efficacité énergétique, c'est vraiment important de les planifier, de les arrimer avec les subventions avant
le projet, puis en amont, de vraiment planifier, de mettre les bons équipements, les bons matériaux qui vont respecter les spécifications. Exact, parce que quand tu as déjà, puis c'est ça que tu disais aussi, là, c'est que tu as peut-être pris la fenêtre que ton fournisseur te disait était plus efficace, c'est pas nécessairement celle qui est reconnue comme étant l'efficace, qui est subventionnée, puis quel modèle. Donc, même ça, dans la décision, moi, c'est souvent la décision des matériaux que je parle beaucoup, puis même un peu, même avant, là, mais le plus tôt possible, impliquer une planification de subvention, parce que justement, peut-être que l'autre finale qui était un peu plus chère, elle l'était un peu plus, mais subventionnée à 50 ou à un certain montant vraiment intéressant, ça devient pas mal plus le fun. Donc, je crois qu'il y a beaucoup à faire dans la planif. Si on arrive après puis qu'on a un truc qui est tout fini, ça se peut qu'on n'ait pas autant d'argent. Non, c'est ça. Quelqu'un me demandait hier, on a fait une grosse rénovation, toiture, tout ça. Est-ce qu'il peut y avoir des subventions? Oui. Est-ce que vous avez fait la bonne toiture? Sûrement pas. Il y en a c'est ça, certaines le qui ne sont pas rétroactives aussi. Non, c'est ça aussi. Il faut faire approuver le projet avant. Donc, tu arrives avec des factures puis ils font, ben non, il fallait approuver avant. Donc, c'est bien s'informer avant. Exact. Faut bien s'informer. C'est toute une belle paperasse qu'ils nous mettent là. Donc oui, c'est ça. Ça, c'est un exemple de montage financier. Après ça, comme Francis, tu disais, c'est du cas par cas. Donc, le mieux, ça serait de contacter soit le contact que vous avez déjà chez Hello Darwin pour la suite, ou sinon, Frank, tu peux un peu nous repartir un peu sur les états. Où est-ce qu'on s'en va? À qui on parle? C'était super intéressant ce que les deux vous venez de dire, dans le sens où la planification, elle vaut la peine d'être faite, idéalement, en amont, là, avant de débuter ou de commencer à dépenser ou à investir dans ces projets-là. On l'a vu sur la diapo précédente, c'est des gros montants qui sont investis. Puis c'est des gros projets, souvent moyen, long terme, là, dépendamment un peu de l'envergure, mais typiquement, l'envergure d'un virage vert va peut-être être plus grande que, par exemple, un projet de commercialisation de formation de la main-d'œuvre, par exemple. Et qu'il y a d'autres sujets là, qu'on a couvert dans d'autres webinaires. Avant de dépenser ces sommes-là, on vous invite fortement à nous parler ou du moins à consulter quelqu'un qui connaît le domaine des aides financières ou du non-dilutif. Là, on n'a pas parlé non plus des prêts, mais il y a énormément de prêts. On a reçu la BDC. Comme tu disais, Vincent, dans un des derniers webinaires qu'on a fait, il y a beaucoup d'incitatifs en ce moment pour ce type de choses-là. Par contre, comme Magali vient de le dire, il faut préparer ça. Si tu te lances là-dedans puis tu commences à le faire un petit peu petit par petit peu, sans vraiment une vraie planification d'ensemble, c'est là qu'on ne sera pas capable de maximiser ces enveloppes-là. Puis c'est dommage, mais on le voit des fois, des clients dans lesquels nous, on arrive dans le dossier un peu trop tard. Je dirais, si vous avez l'impression qu'il est peut-être trop tard, parlons-nous le plus tôt possible. Dans tous les cas. C'est ça. Et puis évidemment, mais si vous souhaitez entreprendre ou juste valider est-ce qu'il y a un vrai potentiel, puis ça serait quoi à peu près là, des coûts approximatifs pour ces projets-là, mais je pense qu'on est au bon moment en ce moment pour le faire. Puis on a tendance, en tout cas souvent dans les rencontres que j'ai, les gens me disent j'ai fait de quoi il y a 6 mois, c'est trop tard. Oui, c'est trop tard, mais souvent, une entreprise qui fait ça est en croissance, en optimisation. Il y a souvent d'autres projets qui s'en viennent dans les 12-24 prochains mois. Puis c'est pas le genre de projet qui se planifie justement la veille que t'es prêt à le partir. T'sais, si t'es sur le bord de faire un agrandissement d'usine, c'est pas la veille que tu décides à poser des briques qu'il faut regarder des subventions. Donc, il y a beaucoup de planification à faire même en amont pour se dire, après ça, OK, si peut-être je veux faire un agrandissement ou un projet quelconque en juin, juillet, peu importe, est-ce que c'est peut-être en mars qu'il faudrait que je demande des subventions parce qu'il y a des programmes qui réouvrent? Justement, Éco-Leader réouvre maintenant. Va sûrement être fermé en juin prochain. Là, en tout cas, si on y va avec la tendance. Ça va être la troisième enveloppe qu'on a eu depuis maintenant. Ça, on serait choyé. Mais ça nous permet aussi de surveiller les programmes aussi. Quand les gens viennent voir et on dit, OK, là, en ce moment, on a vu qu'il y a eu des enveloppes qui semblaient correspondre à ça. On va garder l'œil particulièrement ouvert. Puis là, dès qu'il y a quelque chose qui rouvre, puis en début d'enveloppe, des fois, c'est pas toujours le cas, c'est plus facile d'obtenir le financement. Oui. Ça fait comme un entonnoir. Puis en fin d'enveloppe, il y a des demandes qui s'accumulent, puis ça fait que c'est plus contingenté. Exact. Oui. Oui, définitivement. La diapo qui est là, pour moi, est quand même assez intéressante. Là. Je ne sais pas si c'est possible de la montrer, mais essentiellement, on a probablement 3 cas typiques ici. Fait qu'on a des entreprises qui sont actuellement clientes chez nous, donc qui nous utilisent pour faire la veille, l'application puis la rédaction de leur demande de subvention. Mais on a aussi peut-être des gens qui sont en cours de processus pour peut-être devenir un client chez nous, avec des clients, évidemment, qui ne nous connaissent pas. Je vous dirais que dans tous les cas, là, vous avez peut-être des interlocuteurs déjà définis avec nous, recontactez ces gens-là, que ce soit votre directeur de compte, la personne qui était vraiment plus aux ventes avec vous, dépendamment si vous êtes en processus de devenir client ou si vous êtes déjà un client chez Hello Darwin. Puis évidemment, si vous ne nous connaissez pas, vous n'avez donc peut-être pas de contact a priori chez nous, on va vous envoyer avec la rediffusion le lien de certaines personnes chez nous qui pourraient commencer des discussions avec vous pour vraiment valider
c'est quoi le potentiel? T'sais, nous, avant de s'engager même à dire qu'on va vous aider dans des subventions, on veut nous-mêmes vraiment valider qu'est-ce qui est possible de faire par rapport à vos projets, le type d'entreprise que vous avez, les investissements que vous prévoyez faire, tout ça. C'est assez donnant-donnant. Là, on est là pour faire passer vos demandes de subventions. Évidemment, il faut qu'il y ait des projets puis une réflexion derrière qui n'est pas forcément ce que Hello Darwin va faire. Puis c'est vraiment à ces étapes-là, avec l'équipe des ventes puis l'équipe de diagnostic, on va vraiment être capable de valider est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou pas. Fait que voilà, on va vous envoyer tout ça suite au webinaire. C'était le fun. C'était oui, vraiment cool. Merci, Magali. Merci de m'avoir invité. Vraiment cool. Allez regarder ces shows d'opéra le 2 novembre. Le 2 novembre, c'est mon prochain. Une petite promo. Une petite promo le 2 novembre. 10 piastres à la porte, première minute, à la salle Bourgie. Puis après ça, vous sortez de là avec justement une planif de votre transition durable. Vous allez chanté du Schubert, puis vous allez avoir été illuminé par le développement. C'est merveilleux. C'est quelque chose. Hey, merci, guys. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.